Bonjour à tous, c'est un Smart Impact en grand format que je vous propose aujourd'hui, une heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien, 26 minutes face à une personnalité qui compte dans notre économie aujourd'hui. C'est Cyril Pouet, le directeur général de SPI Facilities. Pour commencer cette émission, on parlera de l'enjeu des chargeurs de téléphone universels avec Stéphane Bobot, le fondateur d'Innovut, qui lance un chargeur biosourcé. Notre débat, il portera sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On va confronter l'expérience d'une entreprise et d'une collectivité locale, la société Ecomiam et la ville de Courbevoie. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Liberté Watt. C'est une appli pour réduire sa consommation électrique. Voilà pour les titres, c'est parti. Smart Impact en format XXL. L'invité de Smart Impact, c'est Stéphane Bobot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Innovate Group. Quel est votre métier? C'est quoi votre business? Alors, l'activité d'Innovate, c'est un spécialiste de la distribution de produits connectés initialement, que j'ai fondé il y a maintenant une douzaine d'années, et qui a cette vision de la maison du futur, une maison connectée, et donc d'apporter auprès du grand public toutes ces nouvelles marques qui arrivent avec des produits connectés pour cette maison du futur. Alors, on va beaucoup parler de chargeurs de téléphone ou de devices en général et de chargeurs universels, mais quand on dit objet connecté, ça peut être tout dans la maison? Oui, alors en fait, c'est tout ce qui est connecté à un téléphone. Le téléphone devient une télécommande universelle. Ouais. Et autour de ce téléphone, on a plein de produits connectés, des caméras, des robots aspirateurs connectés, des drones. Et Innovate est le distributeur de toutes ces nouvelles marques qui arrivent sur le connecté. On réalise un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 200 collaborateurs. Et il y a quelques années, on a décidé aussi de passer du métier de distributeur à fabricant. Parce qu'on s'est dit que dans notre métier, une de nos missions, c'était aussi d'accompagner cette transition écologique avec des produits plus vertueux qui font du sens pour la planète. Oui, et alors justement, on va en parler de ce chargeur universel à base de matériaux biosourcés. Mais il y a le contexte général, parce que toute marque confondue, il est enfin devenu obligatoire en Europe depuis là quelques semaines. C'était à la fin de l'année 2024. Qu'est-ce que ça change? Alors vous saviez, historiquement, dans chaque boîte de téléphone portable, vous aviez un chargeur qui souvent était différent d'une marque à l'autre. Il y avait des connecteurs qui étaient sans arrêt différents. Donc on se retrouvait à avoir des dizaines et des dizaines de chargeurs dans les tiroirs avec une surconsommation justement de produits. Et cette nouvelle réglementation que justement Thierry Breton avait poussée à la Commission européenne était dans la direction de créer ce chargeur universel pour que toutes les marques s'accordent à utiliser les mêmes normes. Entre autres, un câble USB-C. Donc maintenant, tous les produits nomades, que ce ne soit pas simplement les smartphones, mais également les écouteurs audio, tous les produits électroniques nomades, en fait, vont disposer du même connecteur et avoir un bloc chargeur qu'on appelle chargeur rapide, donc de l'ordre de 30 watts, pour pouvoir recharger rapidement ces produits. Et donc, maintenant, dans tous les produits, il n'y aura plus le chargeur qui sera fourni. On considère qu'il vous suffira d'un seul chargeur pour pouvoir alimenter tous vos produits électroniques. Oui, quelle que soit leur marque, on le rappelle, c'est très important. Ça va prendre combien d'années? Parce que là, c'est sur des produits neufs qui seront adaptés. Donc, est-ce que le renouvellement se fait rapidement? Alors, le renouvellement des smartphones, qui est un peu le produit phare de cette réglementation, on a aujourd'hui des durées de vie qui s'allongent, mais qui restent quand même de l'ordre de 24 mois à peu près, où on change de téléphone portable. Donc, on a quand même un renouvellement qui est rapide. Les fabricants avaient anticipé aussi ce changement de réglementation, et donc, ça fait déjà maintenant près de 2 ans qu'on a tous en fait des USB-C sur les nouvelles générations de téléphones. Donc ça va faciliter la passation à ce nouveau typologie de produit. Oui.
C'est vrai aussi pour les ordinateurs, ou alors je crois qu'ils ont eu un délai de mise en œuvre, c'est ça? Exactement. Les ordinateurs aussi passent à l'USB-C, mais avec des puissances de charge qui sont supérieures. Il faut avoir des chargeurs à plus de 65 watts, voire 100 watts, pour pouvoir alimenter un PC portable. Et donc, pour tout le petit électronique nomade, aujourd'hui, avec le chargeur universel, on va être en capacité de les alimenter. Ouais, et ça devrait, c'est quand même un gain environnemental majeur, puisque il devrait permettre d'éviter 11 000 tonnes, quand même, 11 000 tonnes de déchets par an. Et donc, vous allez encore plus loin avec Innovate en proposant ce chargeur universel biosourcé. Alors, expliquez-moi déjà de quels matériaux on parle. Alors, c'est une vraie innovation, une vraie révolution même dans les produits électroniques. On s'est associé avec le groupe Arkema, un grand groupe français, pour spécialisé dans la science des matériaux, on va dire. Exactement, ça comme ça, pour mettre au point une matière 100% biosourcée à partir d'huile de ricin, qui permet de respecter à tous nos cahiers des charges techniques. Vous savez, un chargeur, ça reste un produit électronique avec énormément de normes CE à respecter. Et donc, on a travaillé avec le groupe Arkema pendant près de 2 ans pour la mise au point de cette matière, ce qui nous a permis de créer, et c'est une première mondiale, un produit qui n'utilise plus de plastique issu de la pétrochimie. Plus du tout. Exactement. On est 100% biosourcé. Et c'est en cela que c'est une révolution, c'est qu'on montre qu'il y a une nouvelle voie pour les produits électroniques de pouvoir utiliser justement des plastiques qui sont plus nocifs pour la planète et utiliser des ressources naturelles comme l'huile de ricin pour pouvoir se substituer au plastique issu de la pétrochimie. Alors pourquoi l'huile de ricin ? Alors, parce que c'est une matière justement qui est cultivée dans des zones plutôt très faible en nutriments, sur lequel on ne va pas utiliser justement des terres pour pouvoir faire de l'alimentaire, qui sont souvent dans des zones comme l'Inde par exemple, où justement Arkema est très soucieux, on va dire, de cet écosystème, de s'assurer que les agriculteurs sont rémunérés au bon prix, et donc pour pouvoir extraire ces graines qui sont ensuite transformées en huile. Et cette huile est rapatriée ensuite en France, sur lesquelles s'opère cette transformation. Et donc, on a cette matière qui est ensuite transformée en France directement. Ouais. Avec quel défi technologique à relever ? Vous nous avez dit 2 ans de travail, de recherche et développement. C'est la filière, bon, vous l'avez trouvée, j'imagine, grâce à ce partenariat Arkema, mais quel défi vous avez dû relever ? Le fait de pouvoir, en effet, supporter l'ensemble des tests et des certifications, et surtout passer l'ensemble des certifications. Donc, on a eu énormément de mises au point, des centaines de prototypes qu'on a dû tester, éprouver, pour pouvoir avoir ces certifications. Et puis, le deuxième gros challenge, ça a été de vouloir faire une fabrication en France, parce que c'est un produit qui est certifié Origine France garantie. Et donc, on a fait le choix de la certification, parce que vous savez que c'est aujourd'hui le seul label qui nous permet d'avoir une audit, de s'assurer que le produit prend bien ses origines en France sur la fabrication. Et donc, on a à la fois utilisé des matériaux éco-responsables, biosourcés, mais aussi on a tenu à faire cette production, cette relocalisation industrielle en France. Et alors, c'est produit où ? Alors, c'est produit dans un ESAT. On a aussi une composante sociale qui est importante. Donc, on a fait le choix de faire travailler un ESAT dans la région d'Annecy. D'accord. Et avec donc un enjeu d'éco-conception, d'éco-responsabilité, comment vous liez cet impératif-là à celui de la durabilité du produit? C'est pas, vous l'avez dit, il y a des certifications évidemment, c'est pas pour que ce chargeur universel il dure moins longtemps que les autres, quoi. Alors, il se trouve que ce nouveau matériau est révolutionnaire, pas simplement en effet par son origine, qui est biosourcée, mais aussi par ses capacités de résistance, parce que c'est un produit qui est encore plus résistant qu'un plastique traditionnel, plus léger, avec une meilleure densité, et donc il a des caractéristiques qui le rendent encore plus performant d'un point de vue mécanique et technique. Donc on arrive à démontrer qu'en effet l'innovation qui part
je dirais, d'une volonté écologique, de se dire on veut réduire notre dépendance en fait aux énergies fossiles. Et donc, dans les recherches que l'on a faites, on a arrivé avec, bien sûr, le travail d'Arkema sur ce matériau à avoir des performances techniques qui sont encore meilleures. Ouais. Et sur le prix est-ce que, avec toutes ces qualités, il coûte plus cher qu'un chargeur entre guillemets classique? Alors ça, c'est notre challenge personnel. Que j'ai eu dans le groupe, ça a été de toujours mettre le prix au centre de notre stratégie, à savoir à faire des produits qui soient accessibles au plus grand nombre et qui soient compétitifs par rapport à l'Asie. Et de démontrer qu'il est possible de relocaliser en France des produits de grande consommation sans en faire payer le surcoût au consommateur. On l'a fait par le passé avec les coques de téléphone, la coque transparente que tout le monde a. On l'a relocalisée depuis 2019. Aujourd'hui, c'est notre produit best-seller. Elle est vendue au même prix qu'une coque chinoise historiquement, à 19,90 €. On en a déjà vendu plus de 2 millions. C'est un vrai succès commercial. Et alors, comment vous faites avec un coût du travail qui n'est pas tout à fait le même? Eh bien, il faut repenser complètement la chaîne de production. Et on part justement de la matière, repenser en fait le sourcing de cette matière première, retravailler en fait le process de fabrication, mettre de la robotisation à certains. Donc on a des chaînes de production qui n'ont rien à voir avec certaines chaînes qu'on connaît en Asie, où on a mis énormément d'innovation dans tout le process. Le packaging est intégré aussi directement sur site, et donc on a intégré toute la chaîne pour avoir des économies et des gains de productivité qui nous permettent d'être compétitifs. Et donc ce chargeur est au même prix qu'un chargeur chinois à 29,90 €. Ouais. Effectivement, le défi est tenu. Est-ce que, on parlait des ordinateurs, est-ce que vous travaillez aussi sur un chargeur adapté aux ordinateurs, ou est-ce que vous dites c'est un autre marché, on ne va pas aller dessus? Non, on est en train de travailler en effet pour cette marque Movit, toute la gamme de chargeurs, du produit 20 watts jusqu'à un produit 100 watts. Et donc on va avoir toutes les gammes de produits utilisant la matière Biophénix. Et donc maintenant, c'est un vrai mouvement qu'on souhaite poursuivre, c'est de transformer progressivement l'ensemble de nos produits avec ces matériaux biosourcés. Biophénix, c'est le nom que vous avez donné à ce matériau créé avec Arkema. Merci beaucoup, merci Stéphane Bobot, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le gaspillage alimentaire au programme. Le débat de ce Smart Impact, on parle lutte contre le gaspillage alimentaire avec Daniel Sauvaget. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le patron, le PDG d'Ecomiam. Arash de Rambarche, bonjour. Et bienvenue à vous aussi. Adjoint au maire de Courbevoie. On commence par une question de présentation d'Ecomiam. Vous l'avez créé il y a 15 ans. 15 ans, avec quelle idée? Avec l'idée de valoriser le savoir-faire de la production agricole française de manière très compétitive pour le consommateur. C'est ça ma démarche initiale. Je suis moi-même fils d'agriculteur et mon obsession, c'est ça, c'est de trouver les moyens de vendre et de faire en sorte que les gens mangent français à un bon prix. Oui. Avec quel type de produits? Donc, les produits que vous trouvez partout. Nous avons commencé avec une offre plus brut, si vous voulez, des produits à cuisiner. Et puis, au fil du temps, nos clients nous ont demandé des plats à cuisiner, ce qu'on veut tout vite fait. Et donc, pour rester dans cette logique, j'ai trouvé un partenaire qui me cuisine les produits bruts que je commercialisais, que j'allotis en petites barquettes. Je vends ça sous le vocable gamelle gourmande pour que les gens aient le sentiment de pouvoir consommer comme s'ils l'avaient préparé eux-mêmes à la maison. Avec une lutte contre le gaspillage alimentaire que vous avez intégrée assez vite à votre process. Dès le départ, si vous voulez, la notion RSE, c'est déjà qu'on mange français le plus possible. Les importations sont en train de ruiner notre économie à vitesse grand V. On le voit avec différentes étapes. On a perdu quand même 100 000 exploitations agricoles entre 2010 et 2020, 25 par jour, c'est vous dire quand même. Donc c'est une forme de résistance qu'on propose. Et puis le gaspillage alimentaire, c'est l'offre surgelée que nous faisons. Portionné, qui permet au consommateur de prélever dans les sachets ce dont il a absolument besoin et d'épargner donc il ne gaspille pas, il peut réutiliser à sa guise après. Donc ça, c'est toute cette logique d'éviter tout le superflu. Donc toute notre offre est présentée très simplement dans des sachets très épurés. On présente avec un avantage extraordinaire, c'est que le consommateur voit ce qu'il achète. Il n'y a pas de packaging avec des belles photos et puis
des déceptions arrivées à la maison. Là, on voit ce qu'on achète, on est en confiance et on va même jusqu'à afficher le prix auquel nous achetons le produit, la marge que nous prenons sur les produits pour que les choses soient claires et que le consommateur soit en parfaite confiance avec nous. Arash de Rambarch, que fait la ville de Courbevoie? Le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un objectif depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. Absolument, Thomas. D'abord, félicitations à Daniel Sauvager qui fait honneur vraiment à notre pays sur le plan entrepreneurial. Donc vraiment, un grand honneur d'être à vos côtés, Monsieur Sauvager. Merci. Et alors moi, en ce qui me concerne, tout d'abord, j'ai d'abord milité en tant qu'élu municipal en 2014 pour qu'une loi sur le gaspillage alimentaire soit votée. On a obtenu cette loi le 3 février 2016. On fête les 9 années, la 9e année. Sur le plan national, c'est plus de 10 millions de repas qui sont sauvés et redistribués pour les associations caritatives, une hausse de plus de 22% pour le don des associations. Mais on continue à jeter, Thomas Huck. Donc il fallait ne pas être simplement dans le rapport de force avec la grande distribution et que cette chaîne alimentaire qui était effectivement déséquilibrée et malade, le rapport de force n'était pas très constructif. Donc du coup, j'ai demandé au maire de Courbevoie, Jacques Ossowski, qu'on puisse créer un laboratoire sur le plan local pour revenir ensuite vers le parlementaire et obtenir gain de cause et avoir des bénéfices concrètement. Alors justement, concrètement, ce laboratoire, qu'est-ce que vous avez mis en place dans la ville? La loi de 2016 impose aux supermarchés de plus de 400 mètres carrés de redonner leurs invendus alimentaires aux associations de leur choix. Nous, à Courbevoie, on a voulu ne pas aller sur un seuil quelconque. Donc tous les commerces sont tous les commerçants ont joué le jeu. Mmh. On est ensuite allé vers la restauration hospitalière, puis la restauration scolaire, puis les commerces de bouche, c'est-à-dire les marchés, les restaurants, les supermarchés, qui sont, on va dire, pas des supermarchés ou des supérettes, mais des supermarchés qui produisent directement. Et puis nous sommes allés vers les EHPAD et les maisons de retraite. Les résultats ont été immédiats. On a sauvé plus de 500 000 repas en 5 ans. On a obtenu le soutien des Nations Unies, de la FAO. Courbevoie est devenue en 5 années une ville Green City. C'est la première fois qu'une ville française obtient ce label. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir étendre ce projet à toutes les autres communes. Paris-Ouest La Défense l'a fait. On reviendra sur l'aspect réglementaire et sur ce qu'on peut faire évoluer encore dans la loi. Vous lancez, Daniel Sauvager, une initiative qui s'appelle Zéro Gaspille. Zéro Gaspille et engagé, c'est quoi ? Si vous voulez, on essaye de... Quand on a des produits, alors c'est assez rare, on évite d'avoir des produits en date limite de consommation. Surgelés, on a beaucoup plus de temps qu'en frais. Mais quand ça se produit, ou des produits qui n'ont pas rencontré le succès auprès des consommateurs, on fait des efforts sur le prix et on propose aux consommateurs soit de prendre le bénéfice pour lui-même de la totalité de l'effort tarifaire que nous faisons, soit de la partager. Et nous, on flèche cet argent-là pour aller au soutien d'initiatives qui sont des associations autour de la FNSEA, les agriculteurs, pour financer des projets d'une meilleure gestion carbone, par exemple, dans les exploitations agricoles, où nous avons créé, par exemple, un oasis de biodiversité aussi à Quimper. Voilà, l'idée, c'est Et pour aller dans le sens de M. Adjoint-Omer, là, qui est fascinant ce que vous avez entrepris, nous avons passé un accord avec Finiterrestre, qui est une initiative assez remarquable dans le Finistère, et nous avons sauvé 70 000 paniers de fruits et légumes frais. Donc là, on joue avec nos magasins, nous sommes partenaires de cette initiative pour que les gens puissent commander sur le net ces paniers qui seraient des légumes ou des fruits qui disparaîtraient autrement, qui seraient perdus, qui sont donc recyclés grâce à cette initiative et ils viennent les récupérer dans nos magasins. Mais alors pourquoi ils seraient perdus ? Parce qu'ils arrivent en dit. Là, on est en frais. D'accord, on est en frais. Je suis partenaire d'une association qui sauve les légumes qui n'ont pas trouvé preneur dans la grande distribution ou dans les circuits classiques. Et donc, ils font des paniers, des petits cajots comme ça, et ils les vendent sur le net et ils viennent. Et nous, on propose, on est partenaire Ecomium dans tous nos magasins, les 65 magasins, et les consommateurs viennent récupérer leur cajot-là et compléter leur offre avec, bien sûr, nos produits surgelés. Ça me fait penser à une absurdité dont on a déjà parlé ici. Enfin, en même temps, on en est tous responsables en tant que consommateurs. C'est ce qu'on appelle les légumes ou les fruits moches. C'est ça.
Qui ne sont pas moches d'ailleurs, le 9 fois sur 10, mais qui ne rentrent pas dans les cases. Ils sont un peu trop petits, un peu comme et ci, les supermarchés, un peu comme maintenant, l'obligation, c'était une des choses sur lesquelles nous avons milité, pour que les supermarchés aujourd'hui puissent intégrer dans leurs rayons des endroits qui puissent, à bas prix, vendre ces produits en intégrant le label fruits moches, mais je suis toujours consommable et toujours aussi bon. Ouais. Donc c'est vrai, c'est vraiment fantastique parce que vous contribuez, vous voyez, c'est ce que je dis toujours, la green economy. L'économie verte permet non seulement de créer donc des emplois et de pouvoir s'investir sur l'intérêt général. Voilà, c'est exactement sur lesquels nous nous battons pour que ce genre de société puisse prospérer. Ouais. Vous nous parliez de la loi de 2016. Elle est appliquée, bien appliquée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La loi, elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, clairement. On a, sur cette chaîne alimentaire, 80% de la distribution qui est tenue par la grande distribution. Ouais. Le problème dans cette grande distribution, c'est qu'un tiers dépend des sièges sociaux, 2 tiers sont des franchisés. La loi permettait d'encadrer ceci. Donc il fallait que le politique vienne et remettre un peu d'ordre dans cet imbroglio. On voyait le Javel jeté sur les invendus alimentaires. Ça, c'est un vrai scandale. Mais ça n'existe plus. Ça existe encore. Mais oui, mais c'est pas légal. Donc il risque une amende, c'est ça? Il risque une amende, c'était 10 000 € pour les supermarchés de plus de 400 mètres carrés. Dorénavant, avec la proposition de loi de Marie-Do Aeschlimann, que j'ai sollicitée l'année dernière, qui a été déposée le 20 janvier 2025, les supermarchés, non plus de 400 mètres carrés, mais de 200 mètres carrés, seront dans l'obligation de redonner leurs invendus alimentaires. Et la pénalité ne sera plus de 10 000 € mais de 0,1 à 0,5% du chiffre d'affaires. Pourquoi? Il y a eu un appel, M. Thomas Hugues, sur la baisse des dons. C'est-à-dire que les Restos du Cœur et la Banque alimentaire ont lancé un appel pour dire, voilà, nous avons une baisse de nos dons alimentaires. D'un côté, la loi sur le gaspillage alimentaire n'était pas très bien appliquée. De l'autre côté, il fallait toucher beaucoup plus d'invendus. En allant vers ces supermarchés de 200 mètres carrés, ça nous permet de toucher 5 à 6 000 nouveaux supermarchés. Donc on va avoir une augmentation des dons alimentaires avec une incitation. L'incitation, sinon, en cas de manquement, il y aura une pénalité. Oui. Donc du coup... c'est à la fois la carotte et le bâton quand même. Toujours. Toujours, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que le politique doit reprendre la main sur ces sujets-là. Parce que la réalité, c'est que si vous laissez simplement un système économique qui est biaisé, les vraies victimes sont les agriculteurs et les consommateurs. Alors justement, Daniel Sauvager, si on parle de grande distribution, souvent, quand on se balade dans les rayons, etc., les produits français semblent vraiment, véritablement mis en valeur. Est-ce que entre ce qui est affiché et la réalité de ce qu'ils vendent, il y a un décalage important pour vous? Oui, de plus en plus. L'origine France, c'est la Libye. Tout le monde aujourd'hui, enfin surtout là pendant le salon de l'agriculture, tout le monde se part de belles vertus. Bon, tout ça, c'est quand on gratte, on voit quand même que l'émergence, notamment des centrales d'achat européennes, favorise l'achat au contraire international. Et j'ai rencontré, je suis sur le salon en ce moment, je m'y promène, je côtoie des collègues PME, industriels, l'agroalimentaire, qui me disent, pour nous, c'est dramatique parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir négocier au niveau des centrales européennes. Nos entreprises ne sont pas structurées pour répondre à ce type d'appel d'offres en termes de volume, en termes d'exigences logistiques. Et donc, ils s'écartent et le gâteau qui était accessible aux PME françaises se réduit petit à petit au profit des trucs. Donc, et plus ça se passe comme ça, plus on affiche des belles initiatives vertueuses. Plus vous trouvez là une célèbre animatrice de télévision qui lance une initiative au soutien du monde agricole, ce qui est très bien, attention, je ne veux surtout pas dénigrer sa démarche. Et comme par hasard, vous voyez tous les grands patrons de la distribution qui viennent dire on soutient. Si à côté de ça, on est sur des centrales d'achat européennes qui empêchent les PME de grandir. Ils vont d'autant plus le dire qu'en parallèle, ils achètent de plus en plus à l'étranger. Vous êtes dans un objectif aussi de rémunération juste des agriculteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les partenariats avec un certain nombre de fermes que vous avez choisis? Avec tous nos fournisseurs, nous avons un cahier des charges bien strict qui définit les modalités. Je prends un exemple. Alors, c'est pas le cas actuellement. Le porc se porte bien, ils se vont très bien, mais il y a des époques où c'est particulièrement douloureux. Eh bien, je ne baisse pas mes prix d'achat au moment des crises bas parce que je veux pas être complice de la paupérisation du monde agricole. Donc, on a défini des règles du jeu, des temps longs sur les accords de prix et surtout la particularité chez Comium, comme j'affiche mes prix d'achat, je m'interdis d'aller demander des ristournes arrière ou des budgets sur des opérations parce que ça dénature complètement le commerce. C'est-à-dire, on impose un prix
aux producteurs, on impose un prix aux consommateurs, et entre les deux, il y a une nébuleuse avec un rapport de force qui est de plus en plus du côté de la distribution, et donc des industriels qui mettent la pression sur leur amont pour avoir les moyens de répondre aux exigences de la distribution. Ouais. Tiens, il nous reste une minute, une petite question de curieux sur les marchés. Marché de Courbevoie, parce que là, ce n'est pas des commerçants locaux, ils viennent d'un peu partout. Vous leur faites signer une charte? Comment Oui, ça se absolument. La charte a été signée par tous les commerçants. C'est une délégation de service public. Ouais. Donc, on a 3 marchés à Courbevoie, Bécon, Centre et au Faubourg de l'Arche, parce qu'on a la moitié du quartier d'affaires de la Défense chez nous. C'est très difficile à mettre en place, mais c'est une volonté politique, je le répète, et je l'envoie le message à tous mes collègues élus. C'est une volonté politique, ça coûte 0 € pour le contribuable. Et l'objectif, c'est de faire émerger aussi des nouvelles structures de la green economy, comme cette belle société qu'on a. On a également d'autres comme Fullsoon, comme Phoenix, par exemple, ou Linky. Les startups françaises et les entreprises françaises ont un sens de l'intérêt général, et c'est pour ça que je dis à M. Sauvaget vraiment tout mon respect. Merci beaucoup à tous les deux, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans l'économie française. Aujourd'hui, Cyril Pouet, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de SPI Facilities, filiale du groupe SPI. Quelques chiffres sur SPI Facilities, 3000 collaborateurs, 65 implantations en France, 35 000 bâtiments sous contrat. Avec quel service, quelle gamme de services vous proposez, vous mettez en place dans ces bâtiments ? Alors, historiquement, quand on fait comme nous de la maintenance technique, de l'exploitation de bâtiments et du facility management, historiquement, on est intéressé par le maintien en conditions opérationnelles, le fonctionnement des bâtiments. Mais finalement, c'est des activités qui ont beaucoup évolué. Ouais. Donc, ont évolué dans un premier temps avec tout ce qui a concerné la qualité de vie au travail. On s'est beaucoup plus intéressé à l'utilisateur des bâtiments, son confort, sa perception du confort, la qualité de l'air dans les bâtiments, enfin beaucoup de choses qui ont été agrémentées, et ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on a déployé ces offres-là. Et puis là, vous parliez d'impact, on a eu quand même quelques impacts un peu sérieux entre les accords de Paris, le Covid, là ces derniers temps, le contexte géopolitique qui fait que tout le monde se pose des questions sur l'indépendance et aussi le prix de l'énergie. Et donc du coup, on a embarqué beaucoup plus ces sujets-là pour nos clients, à la fois pour des aspects de maîtrise énergétique, maîtrise des consommations énergétiques, et puis aussi pour dorénavant toute la trajectoire RSE que comptent avoir nos clients, et puis la performance carbone finalement des bâtiments qui nous sont confiés. Et on va rentrer dans le détail, reprendre un peu tous ces objectifs, tous ces leviers. Mais alors justement, dans quel type de bâtiments? C'est plutôt des bâtiments publics, de services, des usines, des lycées, enfin c'est un peu tout ça, j'imagine. Alors on a la chance effectivement d'adresser tous ces marchés-là. En fait, on est concentré sur les activités B2B. D'accord. Donc on n'adresse pas les bâtiments pour les particuliers. Par contre, toutes les entreprises, toutes les collectivités, tous les territoires et évidemment, effectivement, les sites industriels également. Voilà. Est-ce qu'il y a des défis plus compliqués à relever dans certains de ces sites? Est-ce que c'est plus facile d'aller chercher un vieux collège bâti dans les années 70 ou un bâtiment industriel d'une relocalisation? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'en fait, il n'y a aucun bâtiment qui est dupliqué 2 fois. Même les bâtiments où on a l'impression qu'ils ont été refaits... que c'est des cubes et que c'est les mêmes. On l'a refait, mais une année après, ou alors qu'il y a eu une rénovation partielle d'un des bâtiments et pas de l'autre, finalement, on n'a que des cas particuliers. Et donc, ça nécessite un engagement systématique d'analyse, d'expertise. Donc, on a investi beaucoup dans les expertises, les ingénieurs. Ça commence par un audit systématiquement, j'imagine. Ça commence par une visite de nos experts. Et puis qui analyse, qui écoute le client. Parce qu'en fait, il y a aussi quelle est l'intention du client. Aujourd'hui, on a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. On peut jouer sur la consommation énergétique, basiquement, le kilowattheure, voilà, sur la facture. Mais aussi, on peut dorénavant adresser le poids carbone du bâtiment. Et finalement, ça devient une équation à plusieurs paramètres. Donc on écoute le client qui nous donne les paramètres de l'équation, on met nos experts en situation, ils vont visiter, effectivement ils regardent les installations techniques, ils posent des questions aussi sur les usages. Un des éléments
clé pour bien comprendre et être efficace dans nos prestations, c'est de comprendre à quel moment on va utiliser le chauffage, à quel moment on va consommer de l'eau chaude. À quel moment on va vouloir... C'est l'humain, en fait. C'est l'humain, Ouais. mais pas que, parce qu'il y a aussi toute la partie Bien process. sûr. Quand Ouais. on est dans un data center, par exemple, il y a des conditions d'hygrométrie qui sont très précises, ou dans l'industrie, et ça aussi, ça rentre dans les paramètres qu'on doit intégrer. Quand vous parlez de poids carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire la consommation électrique et le reste? C'est quoi le reste? C'est ça. En fait, l'ADEME nous dit que 47% de l'énergie en France est consommée dans les bâtiments. Ouais. Donc on est vraiment sur des sujets qui pèsent quand on en a 35 000. Alors moi j'avais 43% des consommations énergétiques, 23% des émissions de gaz à effet de serre. Mais Voilà. on est dans les mêmes, on peut voir ces chiffres, on est dans le même ordre d'idée. Donc après, moi j'avais les chiffres 2022. Voilà, c'est possible que ça ait changé. Mais d'une manière générale, ce que ça veut dire déjà, cette différence entre le poids de l'énergie et le poids des gaz à effet de serre, on a la chance d'avoir une énergie électrique décarbonée en France, en tout cas majoritairement 95% l'année dernière décarbonée, ce qui fait que quand on est sur des bâtiments avec beaucoup d'électricité, effectivement c'est intéressant. Et donc nous, notre jeu, ça va être de continuer à passer les bâtiments en électrique, de faire basculer toutes les énergies fossiles vers des énergies électriques et vers de l'énergie renouvelable. À quel point le changement, vous avez commencé à l'évoquer, mais de mode de vie et de mode de travail a des conséquences sur les solutions que vous proposez? Alors, d'une manière générale, le Covid a eu un effet sur la situation de travail. Il y a eu beaucoup de remises en cause de la situation du poste de travail, puisqu'avec le télétravail, on a fait de plus en plus de desk sharing, etc. Et donc ça a influencé l'occupation des bâtiments. Donc l'usage, l'occupation du bâtiment fait que on peut remettre en place des solutions nouvelles sur des bâtiments où on avait déjà recherché des optimisations. Eh ben, on regarde en fonction de l'utilisation et on travaille avec les directeurs de l'environnement de travail de nos clients pour construire avec eux la meilleure situation, la meilleure solution d'utilisation du bâtiment en fonction de l'ensemble des paramètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des espaces qui sont moins utilisés, donc qu'on va pas chauffer ou éclairer évidemment dans ces périodes-là. Premier aspect de la question. Et puis le deuxième aspect de la question, c'est est-ce qu'il y a eu un retour de balancier? C'est-à-dire qu'on l'a déjà évoqué pas mal de fois ici, c'est-à-dire le tout télétravail, et puis là, il y a des entreprises qui au contraire disent on n'en veut plus du tout. Donc voilà. Tout à fait. Je veux bien que vous me donniez votre retour d'expérience là-dessus. Alors, effectivement, on travaille avec les clients, avec les utilisateurs du bâtiment, à quel espace il faut maintenir, notamment les vendredis. C'est souvent une journée où... la première journée où on se pose des questions avec les clients, c'est le vendredi. C'est le vendredi, oui. Donc le vendredi, est-ce qu'on peut fermer? Est-ce qu'on peut réduire? Comment? Les salles de réunion, les espaces de bureau, les espaces de vie collective. Donc ça, c'est des sujets vraiment qu'on travaille avec eux dans la construction de leur vie. Et en même temps, je vois pas mal d'entreprises qui cherchent des solutions pour faire revenir ou garder les salariés le vendredi, quoi. Exactement. Ouais. Et donc en parallèle de ça, on est challengé, on travaille avec eux, puisqu'on a l'avantage d'avoir tout un panel de clients et donc tout un panel de solutions finalement à partager. Et donc de travailler avec eux de qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de services surtout pour remettre en place effectivement plus de présence, plus d'intérêt à venir au bureau. Par exemple? Souvent ça passe par des lieux de rencontre. Et parce que finalement quand on va au bureau, qu'est-ce qu'on aime? On aime se retrouver, on aime partager à la fois la vie personnelle en partie, mais surtout des projets professionnels. Et donc on recrée des espaces par rapport à ça. Et finalement, l'espace de travail, il évolue en tenant compte de ces enjeux qui sont nouveaux, qui est effectivement de faire revenir les collaborateurs pour qu'ils puissent travailler ensemble. Oui, on parle de smart building, de bâtiments intelligents. Alors, on pense évidemment beaucoup à la connectique, etc. On va en parler, mais est-ce que c'est pas la modularité de plus en plus qui rend un bâtiment intelligent, finalement? Bon, il y a les deux. La modularité, elle est beaucoup plus simple aussi si on équipe le bâtiment pour savoir ce qui s'y passe. Ça, c'est sûr. Et donc la connectivité et l'interconnectivité. Je disais tout à l'heure qu'on travaille en B2B seulement. Aujourd'hui, à travers toutes ces solutions et tout ce qu'on est en train d'échanger, on dit qu'on est en B2B2C.
puisque finalement, on s'intéresse quand même à la vie du collaborateur et donc du client final. Ouais. Si on parle de pilotage intelligent, de l'éclairage, de l'énergie, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on innove encore ? Qu'est-ce qu'on peut encore créer et donc quel gain d'énergie ou d'électricité on peut encore trouver ? Alors, malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Puisque il y a des systèmes intelligents de gestion de bâtiments qu'on appelle les gestions techniques de bâtiments, les GTB, oui. Voilà. J'avoue que j'ai appris l'acronyme en préparant l'émission. Je me suis dit, c'est quoi GTB? Donc maintenant je sais. Vous avez peut-être entendu parler aussi du décret BACS. BACS, c'est la GTB en anglais. D'accord, ok. Donc c'est un décret européen qui impose à toutes les entreprises qui ont un bâtiment de plus de 1000 m², donc c'est petit, d'aller vers ces systèmes-là. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 10% de bâtiments seulement qui sont équipés de ce système. Et c'est des systèmes qui, nous, à travers l'utilisation et puis l'approfondissement, nous permettent rapidement d'aller à entre 10 et 30% d'économie d'énergie. Puisque finalement, ça nous permet de maîtriser totalement le bâtiment, enfin, totalement quand vraiment l'ensemble des solutions sont déployées, et donc de faire des réglages fins qui nous permettent d'apporter de la performance au bâtiment et de rendre c'est des installations qui coûtent assez peu cher et surtout qui ont un ROI très rapide. Alors c'est la question que j'allais vous poser, le retour sur investissement. Alors évidemment, ça va dépendre de la taille du bâtiment, de ses caractéristiques, etc., etc. Mais la fourchette, c'est quoi ? En fait, assez rapidement, ça veut dire en 3-4 ans, on rentabilise. D'une manière générale, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides de l'État pour installer ça. Ça va avec le décret BACS. L'État subventionne à travers des certificats d'économie d'énergie. Donc ça permet de faciliter l'investissement. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on peut aussi faire des installations progressives. Et donc de faire, dans un premier temps, une installation qui va adresser les points principaux. Donc ça, c'est vraiment les solutions que SPI Facilities sait construire avec ses clients, qui sont complètement adaptées à la situation. Et donc on fait un premier niveau d'investissement, et puis on fera le deuxième et le troisième, une fois qu'on aura effectivement récupéré une partie de la mise. Voilà. Et c'est tout ça qu'on construit chez SPI Facilities avec nos clients. La première tranche, en quelque sorte, d'investissement, c'est celle qui permet de faire le plus d'économies d'énergie rapide ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous identifiez ce qui va être le premier levier le plus efficace, c'est ça ? C'est ça. En général, c'est quoi ? Le premier sujet de consommation, c'est le chauffage. D'accord. Voilà. Donc le premier gros sujet que forcément on adresse, c'est le chauffage. Après, la ventilation et la climatisation viennent très vite. Et puis après, pour la partie électrique, ça dépend des usages et ça dépend effectivement de la dimension d'utilisation et de typologie de bâtiment. Sur un bâtiment comme des data centers, ça reste un gros consommateur électrique. Donc c'est des sujets qu'on va adresser également. Vous, en termes de maintenance, il y a ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Alors je veux bien que vous m'expliquiez, en entendant le mot, l'expression, je comprends ce que ça veut dire, mais je veux bien en avoir les détails. Qu'est-ce que ça signifie ? Depuis quand ça existe ? Alors aujourd'hui, ça existe, mais c'est surtout à développer. D'accord. C'est un sujet sur lequel on avance. Aujourd'hui, on est plutôt sur des sujets qu'on appelle la maintenance conditionnelle, c'est-à-dire qu'on a tout un panel de capteurs, justement à travers les GTB notamment, ou d'analyse en tout cas des données, qui nous permettent de dire « Ah, là, il semblerait que cet équipement-là, on a besoin de faire une intervention spécifique pour éviter la panne. » Donc là, c'est plutôt de la maintenance conditionnelle. La maintenance prédictive, c'est ce qu'on est en train de travailler. C'est là où l'IA pourrait bien nous aider avec des algorithmes, à condition qu'on ait les datas. Donc nous, en fait, notre sujet, en tout cas moi, depuis que je dirige SPI Facilities, on s'est organisé pour capter la data et de la data qui soit utilisable par les systèmes. Parce que c'est vraiment ça le sujet. Il y a de la data, il y en a partout. Mais pour la faire correspondre entre elles et faire qu'elle soit codifiée, suffisamment normalisée pour que ça soit utilisable, on a déjà fait un travail interne il y a quelques années pour établir ça. Et puis dorénavant, on a des algorithmes qui se mettent en place. On a des premières expériences concrètes avec les clients sur des sujets spécifiques. Alors, par exemple, on en parlait sur des centrales de traitement d'air, par exemple. Donc les centrales qui font le renouvellement d'air et puis qui accompagnent aussi les sujets de température. Et donc du coup,
on a ces sujets-là pour regarder et pour amener les clients à travailler là-dessus. Ça amène de l'efficacité, ça amène pas forcément aujourd'hui de l'économie d'énergie. L'objectif à la fin, c'est d'être plus efficace en faisant moins. Et donc finalement, de récupérer quelques euros au passage. Oui. Pour permettre à tout le monde d'avancer positivement. Ouais. Si on prend les objectifs de la France d'ici 2050, moins 40% de réduction de la consommation d'énergie finale en France d'ici 2050. Alors déjà, de quoi on parle? L'énergie finale, ça veut dire quoi? Alors nous, on le réduit... Justement, pour la compréhension de tout le monde, nous, on s'attache avec nos clients à réduire la consommation de kilowattheure de 40%. D'accord. Voilà. Et donc, on utilise tout l'arsenal qui a été développé chez SPI Facilities. Donc, on a déjà parlé de la GTB, qui peut faire donc, partie gestion technique des bâtiments. Voilà, pardon. Qui peut effectivement faire partie vraiment de la solution. Mais aussi, on a d'autres sujets. Donc, on a un sujet évidemment technique, faire évoluer l'installation, installer des matériels qui sont beaucoup plus efficaces que ceux qui ont été installés il y a quelques années, voire il y a quelques dizaines d'années, forcément, on va gagner beaucoup. Donc là, moi, je réagis comme un particulier, c'est quoi? C'est changer une chaudière? C'est ça. Enfin, voilà. C'est ça. Changer la chaudière, changer le système de régulation, mettre des capteurs pour éviter que on chauffe sans vraiment savoir si c'est suffisant ou pas. Donc en fait, il y a tout un arsenal de choses. Ça, c'est la dernière étape, finalement, c'est changer les équipements. Avant ça, on a toute la partie sobriété. Donc, on en a parlé au moment de l'augmentation vertigineuse des coûts de l'énergie. Tout le monde s'est dit, et l'État en premier a incité à la sobriété. La sobriété, c'est quoi? C'est de dire, avant, on chauffait tous les bureaux à 23. La règle, c'est 19. Si déjà on peut passer à 21, puis évaluer à 20, on pourrait déjà gagner beaucoup. 1 degré de chauffage, de gagner, c'est 7% d'économie d'énergie. C'est énorme. C'est énorme. Et comment c'est perçu? Parce qu'on parlait de l'humain. L'acceptabilité par les salariés. Donc en fait, chez SPI Facilities, on s'est dit, pour faire ça, si on demande, nous, à nos techniciens, allez, vous allez mettre tout ce qui était à 23, vous allez le mettre à 19. Du jour au lendemain, tout le monde va hurler. Je pense qu'on va devenir célèbre. Mais ce n'était pas ça l'objectif. Donc du coup, on a dit à nos clients, on va faire des prestations de services, mais nouvelles, on les a accompagnés dans la présentation des enjeux à leurs propres collaborateurs. On a construit tout un arsenal aussi d'éléments. Donc évidemment, les premières choses, c'est de l'information, des petits webinaires, des choses qui sont connues, assez simples. Mais on a aussi fait des présences sur site. On a fait des challenges sur site. On a proposé aux clients d'être au RIE souvent, d'être au restaurant d'entreprise. On fait un petit stand, on explique. Comme ça commence à les préparer à ce qui va se passer, à les rendre, à donner du sens à ce qui va se passer. Et puis après, on les rend actifs en créant des challenges. Par exemple, ça devient un défi collectif. Exactement. Sur un bâtiment de bureau, on dit, voilà, les consommations de tel étage, c'est tant, tel étage, c'est tant. Et puis dorénavant, on fait un petit concours entre vous. Ça soude les équipes. Ça fait revenir les gens au bureau aussi, parce que ça leur redonne l'intérêt de travailler avec l'équipe. Et puis finalement, on emmène tout le monde dans cette optimisation, une optimisation qui est perçue très positivement, très collective, et on va jusqu'à gagner 15% avec ça, 15% d'économie d'énergie. Et donc ça, vous avez déjà le retour d'expérience, ça a été mis en place depuis quoi, 2-3 ans, j'imagine, avec la flambée des prix de l'énergie et de l'électricité. C'est ça, on a fait ça dans des bâtiments tertiaires, donc après ça dépend... Mais est-ce que vous continuez de le faire maintenant qu'on est revenu des prix à peu près acceptables? On le propose, ça fait toujours partie de l'offre de SPI Facilities, voilà. Mais effectivement, ça n'a pas la même sensibilité vis-à-vis de nos clients, mais ça reste quelque chose qui pour moi est important et qui pour les clients reste une solution qui n'est pas si facile que ça à adresser sinon. Je pose la question parce que par rapport à cet objectif de 40% de réduction de la consommation d'énergie d'ici 2050, ça semble énorme. Et en même temps, je reprends ce chiffre que vous nous avez donné en début, c'est-à-dire il y a finalement peu de bâtiments qui ont déjà mis en place cette gestion technique qui permet de faire des économies. Donc, est-ce que c'est un défi très compliqué à relever, au niveau national, d'après vous? Alors, c'est un défi qui est compliqué vu l'envergure. Parce que 90% des bâtiments à adresser, c'est énorme.
Voilà, c'est vraiment... et normalement, c'est pour 2026. Le décret BAC, c'est 2026. Bon, là, effectivement, les 40%, c'est en 2030. Mais enfin, voilà, la dynamique, elle doit être très rapide. Ouais. Moi, le retour d'expérience qu'on a, nous, on a la chance d'être finalement sur des marchés pluriannuels. Donc l'objectif pour nous, comme pour les clients, souvent, c'est de s'inscrire dans le temps. On a des contrats en moyenne entre 3 et 5 ans. Et puis l'objectif qu'on a, forcément, c'est de renouveler. Et ce qu'on fait, c'est qu'on construit la trajectoire. Vous voyez, par rapport à 2030, avec un client avec qui on a signé, par exemple, en 2022, on va faire assez facilement, assez rapidement, si on travaille bien ensemble, 25-30%. Et puis, il nous restera la période d'après pour aller chercher les 10% complémentaires. Et aujourd'hui, on a plein de succès comme ça. Moi, il y a un centre commercial à Bayonne avec lequel on a travaillé. Sur la première phase de contrat, on a atteint 30%. On a même été jusqu'à chercher des certifications avec le client, parce que ça permet de valider, de rendre encore plus, visible ou de traduire l'effort. Et puis de partager ce qui a marché aussi d'une certaine façon. C'est ça. Donc ils ont passé une certification qui s'appelle BREEAM News. Et puis là, on vient de signer un nouveau contrat avec l'ambition d'aller chercher effectivement le décret tertiaire. On est assez serein sur le fait qu'on va y arriver. Mais maintenant, on attaque aussi la trajectoire carbone. C'est en complément, parce que finalement, on fait des économies d'énergie, ok, mais en complément, on fait de la transition énergétique qui nous permet à la fois de faire des économies d'énergie et en même temps de réduire d'autant plus les gaz à effet de serre. Et alors sur ce thème, on a retrouvé une citation, une interview que vous aviez donnée, dans laquelle vous dites 6 à 7% des bâtiments équipés de gestion technique du bâtiment, de GTB, 50% d'entre elles ne fonctionnent pas correctement. Donc là, il y a aussi un levier d'amélioration. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, se dire, chouette, il y a de l'amélioration. Mais alors, surtout, moi, ça m'a surpris. Elle s'explique comment, cette inefficacité ? En fait, le problème par rapport à ces installations, c'est qu'elles sont faites à un moment donné, souvent à la construction ou à la rénovation d'un bâtiment. Mais les bâtiments, ils évoluent. On a parlé tout à l'heure, notamment des incidences du télétravail et de l'aménagement de l'espace de travail. Si on ne fait pas suivre la programmation et la capacité de cette GTB avec l'évolution de l'usage du bâtiment, au fil de l'eau, on est à côté de la plaque. Ça veut dire quoi, pour bien comprendre? On est sur des réglages qui sont des réglages d'origine, j'emploie mes mots à moi, et alors qu'il faudrait les faire évoluer en fonction de l'usage du bâtiment, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est un système avec des capteurs, avec des commandes, des télécommandes qui sont automatisées. Mais si jamais l'usage change, forcément, il faut tout reconsidérer. D'accord. Enfin, en tout cas, reconsidérer une partie importante. Et souvent, ça fait partie des sujets qui sont laissés un peu de côté parce que c'est une spécialité finalement, la GTB, que SPI s'est adressé évidemment, mais qui est pas forcément, qui fait pas forcément partie, des dossiers quand les clients font des évolutions. Mais est-ce que ça suppose une formation spécifique chez vos clients d'une certaine façon, ou des contrats de maintenance différents, si on rentre dans le détail de cette efficacité qu'on peut aller gratter là? Souvent nos clients sont sachants sur cette dimension et cette importance. Mais effectivement, d'une manière générale, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des maillons qui ne se font pas. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument faire du recommissioning de ces équipements-là à chaque fois. Il faut redimensionner à chaque fois qu'on change l'usage, qu'on déplace des services dans un bâtiment. Il faut se reposer la question. Et ça doit et ça pourrait être intégré dans le contrat de maintenance, pour répondre à votre question. Et avec certains, on l'intègre maintenant dans le contrat de maintenance. Ça fait partie des choses sur lesquelles SPI est impliqué. On a un expert GTB qui fait partie du contrat et qui adresse tous ces sujets-là. Je voudrais qu'on parle de la directive européenne CSRD, le bilan extra-financier. Alors d'abord en positif, pour comprendre, parce que ça concerne déjà les grands groupes, puis les ETI, ensuite les PME côté. Il y a différentes étapes qui ont été prévues. On va voir si elles sont respectées. C'est une interrogation. Mais pour vous, ça a été un accélérateur de business quand même, j'imagine. Alors, moi, je pense surtout que ça traduit la prise de conscience. Prise de conscience qu'on connaît. Enfin, moi,
il n'y a plus un seul dossier significatif où le sujet de la RSE ou la dimension économie d'énergie, poids carbone, etc., de ce qu'on fait, ne fait pas partie intégrante de la réponse qui est attendue de nos clients. Et si jamais elle n'est pas attendue, ça fait partie de notre réponse quand même. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on met de manière systématique. Donc pour moi, ça, c'est la continuité. Enfin, on a parlé du décret éco-efficacité tertiaire, du décret BACS. Le CSRD, c'est la continuité. On continue. Sauf que c'est plus exigeant. Alors, on en vient aux critiques. Ça fait 800 pages. On en a parlé souvent ici dans cette émission. Et puis, il y a un mouvement un peu de... Enfin, il y a la tentation d'appuyer sur le frein. Il faut sans doute simplifier. Mais attention à ne pas appuyer trop fort sur le frein, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que de toute façon, la donnée environnementale, elle s'impose à nous. Ouais. Tous ces sujets-là s'imposent à nous et que frein, pas frein, dans tous les cas, c'est un sujet important. Il y a une tribune, il y a 86 personnes qui ont signé une tribune la semaine dernière sur le sujet pour dire c'est stratégique. Il faut continuer. Voilà, il faut continuer. Gauthier Louette, le PDG de SPI, faisait partie des 86 signataires. Voilà. Et nous, SPI Facilities, vous avez raison, je ne sais pas si c'est un accélérateur, mais en tout cas, ça donne du sens à notre activité, ça donne du sens aux 3000 collaborateurs et aux actions de tous les jours, et on sait qu'on a les solutions. On a des choses pour répondre aux enjeux, en tout cas sur la partie qui nous concerne, c'est-à-dire le bâtiment et l'impact du bâtiment dans son environnement. Ça veut dire que ceux qui ont déjà mis en place cette gestion technique du bâtiment, etc., ils peuvent directement l'intégrer à leur bilan CSRD? En tout cas, on pourra les aider, c'est sûr. Oui. Voilà. Mais par contre, le bilan CSRD, il est beaucoup plus large que ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais chez SPI, on a fait les choses. L'année dernière, on a déjà fait des pré-audits. Et cette année, le rapport de durabilité de SPI, évidemment, il sera produit. SPI pour vous-même, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ça nous permet aussi d'accompagner et d'être plus efficace pour accompagner les clients. Ouais. Parce que finalement, l'enjeu, il est partout. Il s'impose à nous en tant qu'entreprise et en tant que prestataire de services. Comme vous avez plongé dans les 800 pages, vous pouvez aider vos clients à trouver celles qui concernent le business de SPI Facilities. Merci beaucoup Cyril Pouey et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Guillaume Faure, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Liberté Watts, créé en novembre 2022. C'était quoi le déclic? Racontez-moi. Alors à l'époque, je suis alternant chez Enedis, donc une des entreprises qui s'occupe du réseau électrique. Et pour le petit souvenir, en novembre 2022, on est au pic de la crise énergétique due à la guerre en Ukraine, aux problèmes de nucléaire sur les centrales nucléaires françaises. Et on dit à la population, on risque le blackout. Donc moi, j'ai un peu une position difficile, c'est que je vois la crise de l'intérieur chez Enedis et je la vis aussi en tant que citoyen chez moi. Et en fait, je vois qu'on est vraiment proche du blackout et je me dis, c'est pas possible, on va quand même pas couper l'électricité chez les gens en 2022 en France. Et là, j'ai un déclic un matin en me levant. Je me dis, mais pour éviter ça, on va envoyer un signal à des volontaires pour leur dire, demain à telle heure, il y a une tension. Est-ce que vous seriez prêts à ne pas consommer? Et si vous consommez pas, on va vous rémunérer. Okay. Et de fil en aiguille, j'ai découvert qu'en fait, il y avait tout un mécanisme de maintien du réseau électrique qui permettait de rémunérer justement ces acteurs qui font exprès de ne pas consommer à certaines heures. Et donc, j'ai créé Liberté Watts, la première application mobile pour les particuliers qui vous paie pour éteindre la lumière et baisser le chauffage à certaines heures de la journée. Avec un côté un peu ludique, il y a des défis à relever, c'est ça? Exactement. Je suis tombé fan, moi, de ce qu'on appelle la gamification, donc tout ce qui est l'univers du jeu, qui est en fait un superbe moyen d'engager et d'inciter le changement des comportements. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment là-dessus, sur tout ce qui est sciences comportementales, sciences cognitives, et en fait, quels sont les facteurs dans notre cerveau qui vont inciter et qui vont créer un changement de comportement. Et ces facteurs-là, on les met dans l'application pour inciter les gens à changer leurs habitudes de consommation. Donnez-nous des exemples de défis à relever. Alors, donc, le fonctionnement de l'appli, il est simple. On vous indique des heures. On appelle des heures de tension. Pendant ces heures-là, on vous challenge avec des défis électriques. On va vous dire, baissez votre chauffage électrique, éteignez la lumière, débranchez les appareils en veille. Vous, votre mission, c'est de le faire au bon moment. Et ensuite, grâce au compteur Linky, on va pouvoir valider que vous avez joué le jeu. Si vous avez joué le jeu, vous gagnez des points que vous pourrez convertir en euros ou en cadeaux chez des partenaires de l'application. Donc ça, c'est de la gamification. Une action, une récompense, un cadeau.
Et après, on va jouer sur d'autres mécanismes comme, par exemple, excusez-moi, des mécanismes sociaux, donc la compétition entre utilisateurs, les mécanismes aussi d'apprentissage. On aime bien, nous, en tant qu'humains, apprendre des choses, donc on va essayer d'apprendre des choses aussi à nos utilisateurs. Et c'est tout cet écosystème qui va permettre d'engager les utilisateurs de Liberté Watt dans la démarche. Alors, est-ce que vous rémunérez déjà en euros vos utilisateurs ou est-ce que c'est une nouvelle étape ? Alors, on n'a pas encore rémunéré de personnes, mais parce qu'on n'a pas encore d'utilisateur qui a dépassé le plancher de points qui permet d'avoir une rémunération. Donc aujourd'hui, de manière très concrète, il faut 20 000 points sur l'application pour déclencher un virement bancaire de 20 €. Et on a quelques utilisateurs qui s'en rapprochent vraiment tout juste. Donc dans quelques jours peut-être, on aura rémunéré nos premiers utilisateurs. C'est quoi le modèle économique de Liberté Watt ? Comment vous gagnez votre vie ? Alors, en fait, donc sur le réseau électrique, c'est un peu comme une autoroute. Quand il y a tout le monde qui consomme en même temps, il y a des bouchons. Et donc, il y a une entreprise qui s'appelle RTE, Réseau de Transport Électricité, qui est prête à payer des consommateurs pour qu'ils évitent de consommer à certaines heures. Historiquement, c'était plutôt des industriels qui arrêtaient leur usine quand RTE en avait besoin. Et aujourd'hui, avec notre modèle, en fait, on va faire appel à des milliers de particuliers en même temps. On va être rémunéré par RTE, au même titre qu'un industriel. Et c'est cet argent qui nous est versé par RTE qui nous permet à la fois de rémunérer les particuliers et évidemment, au passage, on en prend une petite partie pour faire fonctionner l'application et nous développer. Donc, et on a un deuxième... La marge, elle est là. La marge est là. Alors, dans les prévisions, on prévoit de redistribuer 80% à nos utilisateurs. Et donc, on a un autre pilier du modèle économique qui est tout simplement avec nos partenaires, où on va toucher des commissions en fait, sur les cadeaux, les bons d'achat qui sont offerts à nos utilisateurs. D'accord. Et vous en êtes où, là, aujourd'hui, en nombre d'utilisateurs et peut-être on peut se projeter en perspective de développement ? Alors, aujourd'hui, on est en train de dépasser les 5000 utilisateurs. Et on a une croissance très importante. On double quasiment tous les jours le nombre de nouveaux inscrits sur l'application. Donc ça nous motive vraiment beaucoup là, sur ces dernières semaines. Et on vise 25 000 utilisateurs à la fin de l'année. Et pour l'instant, si on continue comme ça, on devrait plutôt finir autour de 35-40 000. Donc on espère garder cette dynamique. Mais voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Faure et bon vent à Liberté Watt. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!